Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du micro des gynécos avec le docteur Martin, gynécologue et sexologue au CHU de Lille et responsable du diplôme interuniversitaire de sexologie de Lille-Amiens. Donc on se rencontre aujourd'hui pour parler violences sexuelles subies. Comment vous abordez en consultation les violences sexuelles qui peuvent être subies par les patientes ? Alors, dans votre question, c'est vrai que les violences subies, par exemple en consultation, comment on les aborde, moi ça m'évoque déjà que on peut être générateur ou génératrice de violences aussi en consultation. Mais j'entends bien que la question rapporte plutôt à des violences subies antérieurement. Déjà, pour élargir cette notion de violence sexuelle, c'est important d'avoir un champ large, c'est-à-dire qu'il y a des violences sexuelles qui sont évidentes parce qu'il y a une agression sexuelle dans les parties génitales, enfin quelque chose qui semble assez évident, même s'il peut y avoir quand même parfois une amnésie post-traumatique, et c'est pas toujours finalement si évident que ça. Il ne faut pas oublier de prendre en charge et de visualiser, d'intégrer les violences de manière assez globale, c'est-à-dire que les violences peuvent être verbales, elles peuvent être physiques, elles peuvent être économiques, elles peuvent être sexuelles. Et notamment chez nos jeunes patientes, il y a un outil très intéressant qui s'appelle le violentomètre qui permet de dépister ce type de violence ou d'emprise au sein du couple, que je vous incite vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas et à l'afficher éventuellement dans les consultations ou à le donner aux patientes, c'est-à-dire que c'est pas normal que le partenaire ait son mot à dire, savoir si on peut se maquiller ou non, savoir les vêtements qu'on peut porter. Le partenaire n'a pas à aller fouiller dans les SMS, dans les messageries, dans les mails. Donc il y a quelque chose d'assez large dans le terme de violence. Ensuite, moi, donc quand j'aborde cette notion-là en consultation, j'ai l'habitude de plutôt parler d'événements intrusifs de manière assez large, c'est-à-dire sur le plan corporel ou psychologique. Et donc j'aborde aussi ça de manière large en disant peut-être que vous avez déjà rencontré des événements intrusifs sur le plan corporel ou psychologique au moment d'un examen médical, dans l'enfance ou peut-être moins jeune, et donc dans la vie intime ou peut-être en dehors. C'est-à-dire que du coup on peut inclure à la fois l'agression sexuelle elle-même, et des choses un peu plus médicales, un peu plus psychologiques, corporelles, pour ouvrir le champ et amener à la réflexion. C'est-à-dire que même si le jour de la consultation, au moment de notre question, la patiente n'a rien à nous évoquer de cet ordre, elle va pouvoir réfléchir. Et notamment, par exemple, donner un outil comme le violentomètre, quand on dépisse un petit peu des choses qui ont l'air un petit peu de l'ordre de l'emprise au sein du couple, ça leur permet de réfléchir et donc d'amener à cette réflexion. Juste pour ne pas oublier, dans le même domaine, il y a ce qu'on appelle le michtomètre qui permet de dépister un peu des relations d'emprise monnayées, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait normal de faire une fellation à son ami et puis du coup d'être invité au restaurant juste après pour la fellation ou voilà des choses qui seraient un peu monnayées au niveau du corps, et parfois c'est assez subtil, c'est-à-dire que voilà tu me fais ça, je te fais un petit cadeau. Et notamment chez les jeunes, il y a de plus en plus de prostitution chez les jeunes, et donc c'est important d'avoir cette notion-là quand même aussi. Donc c'est un autre outil qui existe, qui est intéressant. En tout cas, de manière générale, on peut poser cette question-là dans notre interrogatoire et l'intégrer. Je pense qu'il a une bonne place quand on parle un peu des traitements pris par les patientes, mais aussi au niveau d'addiction, de consommation. Et on peut aussi donc intégrer assez facilement à cet endroit-là des antécédents, donc voilà, d'événements intrusifs, corporels, psychologiques, de manière assez globale. Je pense certains praticiens ne vont pas le systématiser dans leur interrogatoire, et je pense que c'est pas non plus une erreur de ne pas le systématiser, mais poser une attention au niveau du non-verbal. C'est-à-dire que quand on va inviter la patiente à l'examen clinique, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de signes qui peuvent être repérés au niveau de son corps qui vont nous indiquer qu'il y a peut-être eu des choses compliquées dans ce domaine.
Et je pense que nous sommes habitués, de fait de notre pratique quotidienne, avec un certain nombre de consultations tous les jours, à banaliser un peu cet accès au niveau du corps. N'oublions pas que c'est un moment de rapport avec le corps intime, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits, à part dans l'intimité, avec le ou la compagne, que les patientes se mettent à nu ainsi, que vraiment l'examen, la table de gynécologie, c'est une position de vulnérabilité, et ça nous en fait on systématise, pour nous un peu c'est du quotidien, et je pense qu'on est habitué aussi de par nos études de médecine, donc ça remonte très loin, je pense en deuxième année on fait déjà des dissections, on a un rapport au corps, on est obligé de toute façon de créer une distance par rapport au corps de l'autre, et du coup vraiment de poser une attention à ce moment qui n'est pas simple pour tout le monde. Et donc, de créer des conditions qui vont favoriser le fait que la patiente se sente en confiance. Et quelles sont ces conditions qui favorisent la mise en confiance de la patiente ? Alors, je pense que déjà, donc l'interrogatoire qui aura eu lieu avant, s'il n'est pas trop, d'ailleurs on parle d'interrogatoire et on a l'impression d'être à la police, ça c'est quelque chose qu'on nous apprend dans nos études de médecine aussi, mais en fait, ça fait un peu policier, donc de rester souple dans notre verbal, dans l'accueil de nos patientes, et ensuite de créer au moment de l'examen des conditions favorables qui pourraient être d'avoir un coin à soi pour se déshabiller. J'insiste au niveau des internes, tout ça, de vraiment tout le temps avoir un morceau de champ à mettre au-dessus pour ne pas se sentir vraiment mise à nu, ce qui permet de créer un peu une distance. Vous observerez souvent que les patientes ont les yeux fixés au plafond, elles sont focalisées sur le plafond, et il y a des choses qui peuvent favoriser des dissociations, renvoyer à des événements éventuellement antérieurs pas simples. Et puis créer vraiment un ancrage par notre verbal, nous, en parlant, d'expliquer pourquoi on fait les examens, ou d'interroger les patientes si elles savent l'intérêt de notre frottis, le toucher vaginal, est-ce qu'elles le souhaitent ou non, parce qu'on a quand même beaucoup de patientes, on remet en question un peu le toucher vaginal, qui préfèrent vraiment qu'on fasse tout l'examen pour être entièrement rassurées, mais c'est d'expliquer un peu l'intérêt et ce qu'on recherche en fait. Donc pour nous c'est tout simple, mais ne pas oublier tout ça. Je pense qu'un peu de gel sur le spéculum au niveau de l'extérieur de notre spéculum ne va pas gêner l'interprétation du test HPV ou d'un frottis, de bien sûr prévenir ou de demander l'accord de pouvoir introduire le doigt ou le spéculum. N'oublions pas que d'ailleurs comme au moment de la sexualité, l'examen gynécologique a lieu à l'intérieur du corps de l'autre, ce qui est finalement, quand on fait un pas en arrière et qu'on réfléchit, pas si simple que ça. Voilà, donc moi j'aime utiliser cette notion de corps bavard, et donc après avoir mis en confiance la patiente, d'être attentive et de toujours regarder ce qu'a à nous dire son corps. Si elle est complètement cuisse serrée, complètement tendue au niveau du visage, allez-y, là vous pouvez y aller, et qu'on voit que le corps en fait il dit l'inverse. C'est vraiment important de prendre son temps et de ne pas se précipiter, de ne pas systématiser nos examens non plus. Il y a des moments où quand on voit que l'examen va être compliqué, on peut très bien ne pas faire d'examen et de ne pas le rendre obligatoire, et de se dire écoutez, là j'ai l'impression que ça va être compliqué, on va se revoir et puis voir un petit peu ce qui pourrait le rendre aussi difficile pour vous. Donc c'est important de ne pas systématiser nos examens. Nous avons tous entendu parler des violences gynécologiques, et donc c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. Je pense que c'est important aussi de penser à nos examens paracliniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prescrire un examen paraclinique sans l'expliquer. Donc quand on prescrit une échographie pelvienne endovaginale, c'est tout simple si les dames en ont déjà eu un certain nombre et qu'elles sont vraiment à l'aise avec ça. Si les jeunes patientes ne sont pas forcément prévenues ou n'ont pas imaginé qu'elles vont avoir une sonde dans le vagin, c'est pas évident. Et donc pareil, une IRM pelvienne, en général il y a un gel de balisage intravaginal et intrarectal. Vraiment d'avoir cette notion-là aussi de, quand on prescrit un examen, s'interroger sur est-ce que la patiente sait ce qui va se passer ou non, et de l'expliquer. Il y a des patientes qui ont été, comme on l'a dit, donc quand on parle comme ça de violences, vraiment traumatisées par certains examens. Parfois, rien ne va faire évoquer dans notre
approche vis-à-vis de la patiente et dans l'attitude de la patiente des antécédents de violence. Donc je pense que c'est pas une erreur de ne pas les aborder si on voit vraiment que la patiente a l'air à l'aise en consultation et que nos questions n'amènent pas de réflexion par rapport à ça. Pensez quand même toujours, en tout cas, aborder ces notions de violence sexuelle quand les patientes ont un corps douloureux, des douleurs chroniques, notamment des plaintes fonctionnelles, urinaires, digestives, bien sûr dans l'endométriose, d'aborder ces notions-là. Voilà, c'est des signes fonctionnels qui vont s'exprimer au cœur de la patiente, de sa féminité, de sa sexualité, de son couple si elle est en couple. Et donc, c'est pas toujours par hasard. Et donc, c'est important de poser ces questions. Et une fois que la patiente s'est livrée sur des violences qu'elle a pu subir, comment nous, on l'examine derrière ? Je pense déjà qu'il est important d'avoir cette notion de ne pas ajouter un traumatisme au traumatisme. Et nous sommes formés aussi en général à trouver la solution, à traiter, à vouloir être efficace. Et en fait, justement, là, c'est le fait d'écouter, mais de savoir écouter, ce qui n'est pas simple, de ne pas déjà chercher en écoutant la patiente la solution, ce qu'on a à nous répondre. Non, c'est juste une écoute simple, de recevoir qu'elle puisse déposer des choses. On ne cherche pas une solution immédiate. Et voilà, nous ne sommes pas formés à ça, mais c'est que la patiente puisse déposer des choses. Et donc, peut-être d'exprimer, là, ce que vous me dites, c'est important. Ce que vous venez de poser ici, c'est important. Et nous manquons également de temps en consultation. Et ça peut être vraiment intéressant de dire, écoutez, il faut qu'on se revoie parce que il va falloir que vous déposiez un petit peu là, que vous m'exprimez de votre histoire, un peu comme un fardeau qu'on aurait à déposer, sans pour autant, même si on n'y est pas formé, ou si vous n'y êtes pas formé spécifiquement, c'est que les violences sont tellement fréquentes qu'on doit tous un peu apporter notre pierre à l'édifice et voilà, ne pas se sentir incompétent parce que justement on ne va pas trouver la solution immédiate. Et donc on peut tout à fait différer un examen gynécologique, il est rarement une urgence et voilà, de pouvoir accueillir ce qui s'est passé pour la patiente, peut-être ensuite l'adresser, l'orienter vers un sexologue ou vers, en fonction de votre évaluation et de voir si il y a peut-être des événements de syndrome post-traumatique assez présents, donc vers un psychologue, de voir si elle a des cauchemars, des flashbacks, des conduites d'évitement. Donc de réorienter la patiente, mais justement de savoir différer et de ne pas systématiser, comme j'ai déjà dit avant, nos prises en charge, de s'adapter, de se mettre dans les pantoufles aussi de la patiente. J'aime bien cette notion de se mettre à sa place et de se dire non, l'examen finalement on le fera dans 6 mois, c'est pas un problème. Et du coup, comment on prend en charge cette patiente après ? Alors, je pense que vraiment aborder le sujet, comme on l'a dit, écouter, accueillir, revoir la patiente éventuellement pour qu'elle puisse encore déposer des choses. Mais ensuite, si on est devant une prise en charge assez complexe, il faut réorienter. Et il va y avoir une gestion importante sur le plan psychologique des événements traumatiques et des répercussions psychologiques des événements intrusifs. Et il y aura une partie également corporelle, de réappropriation de soi, de repasser aux commandes de ses muscles. Alors que vient nous dire ce spasme, que vient nous dire cette contracture, et de décider de retrouver cette liberté de pouvoir avoir une sexualité ou non, une pénétration ou non. Donc, et de pouvoir être examiné et suivi sur le plan gynécologique de manière sereine. Mais donc, pour pouvoir aborder plus facilement le sujet, c'est important, je pense, d'avoir des correspondants, que ce soit psychologues, sexologues. Éventuellement, ce qui marche très bien dans les événements traumatiques, ce sont les psychologues formés à l'EMDR, au mouvement oculaire. Après, un suivi en psychologie à visée de TCC, c'est également très intéressant. Donc, il peut y avoir des prises en charge complémentaires. Donc c'est important d'avoir des correspondants qui vont favoriser donc l'ouverture de la parole et l'orientation du coup des patientes. Et est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Alors pour finir, peut-être ça serait important de
d'insister sur le fait de passer le message à nos patientes que la sexualité n'est pas faite pour faire mal et que s'il y a une douleur au moment de la pénétration, il faut arrêter le rapport ou le finir autrement, on va dire. C'est pareil, un examen gynécologique qui a l'air de pas très bien se passer, on peut très bien se dire écoutez, c'est compliqué aujourd'hui, on va remettre ça. Donc ça on l'a déjà dit avant. La sexualité, l'objectif principal c'est le plaisir et donc c'est vraiment pas fait en tout cas pour faire mal. Éviter cette notion qu'on peut parfois transmettre ou quand les patientes, il faut serrer les dents, attendre que ça passe et les choses vont se régler d'elles-mêmes. Et vraiment de cette notion que le plaisir est obtenu beaucoup plus facilement lors des préliminaires qu'au moment de la pénétration. Donc si c'est la pénétration qui pose problème, il y a vraiment un décentrage à opérer par rapport à la pénétration qui est placée au cœur et au centre de la sexualité du fait de la société patriarcale. Bon là, j'ai pas le temps de développer ici ces notions-là, mais de se décentrer en tout cas de la pénétration. Et que on peut très bien avoir vécu des traumas sans avoir de troubles sexuels secondaires, sans avoir de vaginisme secondairement. On peut aussi avoir un vaginisme sans avoir vécu de trauma. Donc il ne faut pas systématiser le lien qu'il y a entre les deux. Et n'oublions pas que la plupart du temps, les jeunes patientes, quand elles ont comme ça des douleurs à la pénétration, une hypertonie périnéale, ont souvent une mauvaise connaissance de leur schéma corporel, de leur vulve, de leur vagin. Et donc il y a d'autres étiologies qui peuvent être en lien bien sûr avec le vaginisme, une éducation non permissive par rapport à la sexualité, les personnalités très anxiogènes ou phobiques, les patientes qui auraient des problèmes de lâcher prise ou un tempérament immature avec un aspect fusionnel par exemple par rapport à leur maman. Donc il y a plein de choses qui peuvent intervenir dans cette hypertonie périnéale sans pour autant qu'il y ait eu de traumatisme. Voilà, et donc de vraiment recentrer en tout cas la sexualité sur le plaisir et de savoir aussi arrêter un rapport qui serait douloureux. Merci au Dr Martin et à Léa Descourvières pour cet entretien. Nous vous rappelons qu'en cas de violence psychologique, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de coups ou de viol, vous pouvez appeler le 3919 Violence Info Femmes. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.